englué entre le marteau Covid-19 et l'enclume terrorisme, quelle est la marge de manœuvre des partis politiques? Le cas de Nouvelle Vision du Togo cette semaine, son président est avec nous, il est au plateau. Docteur Aubin Kodjovi Atnaton, bonjour. Bonjour, salut toute la population togolaise. Happy moment, Mr. President. Thank you so much. How are you doing? We're doing very well, and the whole Nouvelle Vision team is doing wonderful. So we thank God, the God. Wonderful, are you sure, despite the pandemic situation and Of course, finally terrorism attacks? exactly. We have to be doing well for us to be able to do something. So as of now, we thank God that we are all doing very well. The first year of your party. Yes, the first anniversary of my political party. So it's a time that we have to think about what we have done and what we need to do, what we have planned to do, and what we need to get it done. Yeah. Ok, c'est en français, on va descendre sur terre. Kodjovi Atna Aubin-Eton, président de Nouvelle Vision. Si j'avais à écrire votre biographie politique, je serais tenté de l'intituler un ancien conducteur de taxi motos et médias qui rêve du fauteuil présidentiel. Ça dépend, et ça, parce que quand on parle de l'appréciation, ça dépend de sous quel angle la personne est en train de voir. Donc un conducteur de taxi, exactement, étant jouissant de tous ses droits, a le droit de rêver. Et c'est par ces rêves-là que les réalisations se font corps dans presque toutes les nations. Parce que c'est ce qui est très étonnant dans votre parcours. Vous êtes parti comme tout le monde, de très bas. Vous avez fréquenté les écoles togolaises avant de vous hisser finalement là où vous êtes. Exactement. On peut passer de n'importe quoi, de n'importe qui, de n'importe où pour arriver à destination. Donc c'est déjà un exemple pour mes jeunes Togolais de comprendre quand même qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement considérer les difficultés que nous avons autour de nous comme des handicaps, mais il faut savoir que de n'importe quand, de n'importe où, de n'importe comment on peut arriver. C'est seulement une question de foi, une question de détermination et une question de travail. Mais les autres travaillent également, ils ont la foi, ils ont la détermination. Vous, qu'est-ce qui a été l'élément fondamental de votre réussite, entre guillemets, on va dire, puisque vous avez fait, ou vous faites maintenant carrière aux États-Unis, où vous avez fait les mathématiques, vous avez dirigé les grandes entreprises, vous avez des sociétés même actuellement aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui a joué pour vous en votre faveur, vous? Je pense que la plus grande force, c'est la détermination. Il faut vivre avec une vision. Il faut savoir ce que tu es en train de poursuivre dans ta vie. Moi, depuis mon enfance, j'avais toujours des projets, j'avais une vision, je sais là où je vais, je sais pourquoi je dois aller, et je sais ce que je dois faire en ce moment. Donc quand vous vivez avec une vision claire, une vision précise, une vision concise devant vous, et vous avez, en tout cas, vous êtes arrivé à identifier les éléments ou les facteurs qui peuvent vous conduire à cette vision, vous vous mettez seulement au travail. Et en ayant en considération que la marche de 1000 km commence toujours par le premier pas. Et des fois, il faut comprendre que la réussite, ce n'est pas par appui de bouton. C'est par le prix d'un sacrifice à des moments donnés et non du découragement. Donc pour moi, je me suis dit, voilà là où je veux aller. Et si un homme est arrivé, donc je peux arriver aussi. Donc cette détermination, cette flamme en moi me donne toujours le courage tout le temps, puisque à chaque action, je vois le résultat. Et si tout ce résultat satisfait ou bien aligné avec cette vision, je continue de le faire. C'est ce même environnement qui écrase les autres. Quand ils voient les difficultés, quand vous observez la jeunesse autour de vous aujourd'hui, pourquoi elle a du mal à émerger? Bon, il y a plusieurs facteurs, dont le fait de d'abord penser que c'est fini pour moi. Nous avons cette mentalité des fois pour dire quand même, il y a des jeunes, je trouve, autour de moi de 40 ans, de 35 ans, qui disent, en tout cas, moi je ne pense qu'à mes enfants. C'est-à-dire, pour eux, c'est comme si c'est fini. Alors que non, c'est pas fini, le match n'est pas terminé. Nous devons avoir ce courage-là de continuer à nous battre pour cette finalité que nous recherchons.
Aujourd'hui, quand tu vois le cadre même de développement, il y a des jeunes qui arrivent à, si c'est à un niveau donné, mais quand tu es déjà dans un business et que ton business n'est pas alimenté, d'autant plus que les gens autour de toi n'ont pas de quoi payer ce que tu vends, ou bien n'ont pas de quoi avoir le besoin de ton service, tu peux tout faire, mais tu ne vas pas tellement arriver. C'est pourquoi la plupart des jeunes aujourd'hui trouvent comme diplôme le voyage. Donc je sais que le cadre même n'est pas aussi propice. Néanmoins, je pense que l'un des grands problèmes, c'est que nous nous asseyons pour dire que ça ne va pas. Oui, on sait que ça ne va pas. Mais est-ce que garder les bras croisés peuvent nous aider à changer les donnes? Donc si ça ne va pas de ce côté, essayons de penser autrement. Essayons de nous réorganiser. Essayons de voir ce que nous avons comme opportunité aujourd'hui ou bien comme ressources aujourd'hui pour les transformer afin d'avoir des grands moyens pour arriver à nos destinations. Donc, ça soit surtout pour comprendre, parce que le premier anniversaire de votre parti intervient à un moment très difficile. Après l'état d'urgence sanitaire, vient maintenant les attaques terroristes. On dit souvent que le terrorisme se nourrit de la pauvreté. Il s'est introduit dans le nord du Togo, où la population est réputée pauvre là. Est-ce que vous avez analysé le phénomène? D'où vient la pauvreté? Qu'est-ce qui occasionne l'extrême pauvreté dans certains pays africains, dans votre pays, le Togo, à certains endroits? C'est dû à quoi? Je pense que fondamentalement, il y a l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je mets le tout dedans. C'est-à-dire que ce soit depuis la maison, depuis nos institutions religieuses, traditionnelles, ou nos manières de faire. Ici au Togo, par exemple, les gens viennent d'ailleurs et arrivent à décrocher des millions dans ce pays pour dire que le Togo est riche. Au même moment, on est assis. C'est presque dans tout pays où vous êtes là, vous êtes assis sur de l'or, mais vous pensez que bon, ça ne va pas. Et au lieu de penser à faire autrement, on a les yeux fixés sur d'autres choses. Donc ça arrive. Bon, moi, je pense qu'en Afrique, il faudrait changer les mentalités. Il faut un recyclage mental qui va nous orienter vers d'abord une consommation locale, vers le self-amour. C'est-à-dire s'aimer, oui, l'amour de soi. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour nous d'aimer ce qui vient de l'extérieur que d'aimer ce qui est produit ici. Donc il y a tellement de choses dans cette éducation, dans cette transformation de l'être, de l'individu que nous devons faire pour que nous puissions savoir quand même que la pauvreté, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. L'exemple banal est là. Nous sommes là en train de mourir de pénurie de maïs, de blé et de tellement de choses au moment où nous avons plus de 2,2 millions d'hectares cultivables ici au Togo qui sont là. Nous partons des villages pour venir dans la grande ville à Lomé, laissant nos compétences pour venir dormir sur des motos. Tellement de choses qui doivent changer, mais fondamentalement, c'est la transformation de l'individu, de l'homme africain, qui va permettre à ce que nous puissions arriver à changer et à envoyer de loin cette misère. Je pense, j'ai donné cet exemple à plusieurs reprises, que si on faisait un swap, on changeait, on demandait à tous les Américains de venir au Togo avec leur président et à tous les Togolais d'aller aux États-Unis avec leur président, en laissant tout, en laissant le territoire intact. Plusieurs, ou bien la plupart du temps, quand je pose cette question, les gens répondent en disant que non, je vais suivre les Américains. Pourquoi? Parce que la richesse, fondamentalement, vient de ta mentalité, de ta décision de changer les choses. Donc, le cadre qui doit se créer doit provenir de nous. Donc, tant que nous n'avons pas cette mentalité de transformer ce que nous avons autour de nous pour répondre aux besoins que nous avons, nous serons toujours aliénés à l'autre. Et être aliénés nous met toujours en rang inférieur. Donc pour les pays africains, je pense que nous devons avoir une nouvelle levée d'Africains qui pensent que oui, l'Afrique est riche, mais l'Africain peut être riche. Oui, l'Afrique est riche parce que nous avons des terres regorgées de ressources, mais l'Africain est pauvre. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à transformer ce que nous avons autour de nous pour satisfaire à nos besoins. Mais pourquoi vous pointez un doigt accusateur sur l'école, le système éducatif, et même vous avez parlé
des églises, enfin de la religion. Moi, je parle de l'éducation en tant qu'un tout, c'est général. Parce que si on me dit aujourd'hui, si tu ne peux pas aller à l'école, va apprendre la mécanique. Qu'est-ce que ça signifie? Et est-ce que je serais fier de dire que je suis mécanicien? Vous voyez déjà dans la société, il y a des couches que nous considérons comme des couches basses, alors que ce sont des professionnels de leur domaine. Et je me souviens, on disait que Etak et Mania nous on avait droit banté. Donc ceux qui sont dans le domaine de transporteur, par exemple, ils se voient déjà des miséreux. Et il y a tellement de choses que nous devons changer. Donc quand je parle de l'éducation, pas uniquement l'école, je parle de l'éducation en général. Donc la manière dont nous sommes en train d'élever nos enfants, ça doit changer. La maman qui insulte son enfant, dit t'as beaucoup non, tu ne peux pas réussir. De ces genres de choses, ça ne peut pas marcher. Nous avons des jeunes qui font la différence ici au pays, mais que nous ne considérons pas. Des jeunes même ingénieurs, des jeunes qui, à travers le savoir-faire, arrivent quand même à faire la différence. Je fais référence par exemple aux jeunes qui a fabriqué, selon les données reçues, une voiture. Des jeunes Togolais qui arrivent à faire des imprimantes en 3D. Des foufou mix. Il y a tellement de technologies ici, mais que nous sous-estimons. Et nous ne produisons pas, nous ne rendons pas ça productrice pour nos nations. Donc je pense que quand on ne change pas cette mentalité, cette éducation, cette manière de penser, nous serons toujours pauvres. Parce que cette pauvreté, c'est ce que nous considérons primordialement dans nos pensées. Il faut que chacun de nous, il faut que chaque Togolais se voit déjà riche et travaille pour que cette richesse-là puisse être physique, puisse se faire corps. Donc, fondamentalement, quand je parle de l'éducation, oui, l'école s'en ajoute. Parce qu'on ne peut pas seulement former les gens pour répondre aux besoins de l'Occident. On doit former, on doit avoir des programmes d'éducation qui, au fait, transforment le jeune à répondre aux besoins de nos sociétés. Mais pour ouvrir une parenthèse, vous qui avez été à l'école au Togo et puis aux États-Unis, vous avez enseigné les mathématiques appliquées là-bas. Qu'est-ce qui est la différence entre ce qui s'enseigne ici et ce qui s'enseigne là-bas? Moi, je vois fondamentalement, je sais que les choses évoluent un peu ici également, mais au moment où je vais étudier, j'étudiais ici jusqu'à, même après ma maîtrise en économie, il y avait beaucoup de choses que je savais faire sur le papier avec le bic ou avec le crayon, mais dans la pratique que je ne pouvais même pas comprendre. Mais quand j'ai percé un peu le domaine éducatif aux États-Unis, j'ai vu que tout est lié par rapport aux besoins et à l'évolution des pays. Quand on fait la mathématique aujourd'hui, et la mathématique est alignée vers comment trouver une solution contre le terrorisme, vous allez voir que les XY sont des variables, mais qui sont à jour avec les réalités de ces continents, de ces pays. Et on fait une mathématique appliquée où, quand on te dit le domaine de définition, tu sais ce que ça veut dire, parce que quand tu vois, par exemple, un accident qui est là, il y a le policier qui met la bande jaune qui définit un domaine donné, et on dit le domaine de départ, le domaine d'arrivée. Tu comprends en réalité ce que ça veut dire, et tu sais comment l'appliquer au monde réel. Alors que ici, bon, des fois, même quand tu poses des questions pour savoir en quoi cette mathématique-là sera utile pour moi. Et les gens disent, bon, c'est une science abstraite. Non, je dis non, parce que quand on fait une équation ou bien une inéqualité, cela voudrait dire quand même que tu peux avoir des besoins et les ressources sont en manque. Maintenant, comment tu peux trouver le maximum? On parle de problèmes d'optimisation à l'école, alors que ce sont des choses que nous vivons tous les jours. Donc j'ai vu que l'école ou bien le programme était plus attaché aux réalités courantes de ces pays, alors que ici on nous fait apprendre certaines choses, même s'il y a un lien, on ne nous démontre pas comment c'est lié et on n'a pas cet amour. On apprend seulement pour réussir, pour avoir les diplômes. La preuve, c'est que dans le système, surtout francophone, quand on veut t'embaucher, on te demande plutôt tu as quel diplôme? Alors que de l'autre côté, on te demande par exemple, tu as quelles compétences? Donc il y a certainement une grande différence entre avoir un diplôme et avoir une compétence. Bon, lorsque le diplôme s'aligne avec la compétence, c'est waouh!
Mais si ce n'est pas le cas, le fait d'avoir le diplôme seul ne suffit pas. Parce que c'est facile d'étudier pour réussir. Mais d'étudier pour comprendre afin de transformer, ce n'est pas aussi trivial dans nos éducations. Donc c'est de ces genres de changements, de transformation dont nous avons besoin pour que nous puissions savoir que l'école, même les programmes d'école, arrivent à résoudre ou bien à nous préparer à résoudre les problèmes que nous avons dans nos sociétés. Les téléspectateurs nous suivent et nous diront ce qu'ils pensent de la situation. Ils vont pouvoir participer à cette discussion dans la seconde partie de New World Forum en nous appelant, en nous écrivant au 96 46 10 31, 96 10 96 46 10 31, précédé de l'indicatif plus 228. Écrivez-nous via WhatsApp. Notre invité, Dr Atlan Kodjovi-Obeton, se fera le plaisir de vous répondre dans la seconde partie de New World Forum. Je vous rappelle une fois encore le contact qui défile d'ailleurs à l'écran, plus 228 96 46 10 31. Docteur Obeton, nous parlions tantôt de votre parti politique Nouvelle Vision qui a désormais 1 an. Ce n'était pas un parti politique, vous étiez dans un mouvement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez choisi de devenir parti politique? D'abord, Nouvelle Vision demeure la Nouvelle Vision. Le mouvement Non-Vie demeure le mouvement Non-Vie. Je dirais que depuis le début, j'ai vu que la solution à nos problèmes n'est pas obligée de passer par une couverture politique. Parce que pour nous, à la Nouvelle Vision, l'essentiel des politiques, c'est de pouvoir servir au développement social, au développement économique de nos nations. Donc on a essayé, on a tenté de le faire sans pouvoir se doter de cette couverture politique. Néanmoins, récemment, aux élections en 2020, avec les contraintes que nous avons eues, surtout au niveau des signatures qui devraient supporter la candidature, tant une candidature émanant de la société civile. On avait eu obligation d'avoir les 2000 signatures. Donc les problèmes que nous avons eus de ce côté... Je rappelle que vous avez été recalé à l'élection présidentielle. Exactement. Oui, de 2020 pour faute de signatures. Oui. Donc c'était la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il est important de prévenir. On dit prévenir vaut mieux que guérir. De prévenir à cela pour ajouter alors le leadership politique au leadership social que nous avons afin d'éviter d'avoir le même problème, en tout cas à l'échéance prochaine. Oui, mais vous pourrez avoir un autre problème. Non, c'est pourquoi j'ai dit le même problème. Nous anticipons ne plus en avoir, d'autant plus que c'était la seule raison pour laquelle nous avons été recalés. Donc on ne va pas rester sans rien faire pensant que les choses vont changer d'elles-mêmes. Donc nous avons été proactifs en créant le parti politique. Donc la création de ce parti politique est une contrainte parce que nous disons qu'au Togo, il y a déjà plusieurs partis politiques. Néanmoins, le courant que nous portons, le courant que nous sommes, on n'arrivait pas à le déceler dans ces partis politiques aînés. Donc nous sommes obligés d'en créer pour pouvoir éviter certaines déviations, certaines contrées que nous avons eues par le passé. Oui, vous l'avez soulevé. Avant la naissance de votre parti, il y avait près de 120 autres partis politiques. Vous voulez dire qu'aucun ne correspondait à votre vision? Bon, notre vision, en fait, a pour finalité de créer un Togo soudé et émergé. Donc aucun de ces partis ne voulait créer un parti, un Togo soudé? Bon, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu un Togo soudé et un Togo émergé devant moi, un Togo qui permet à chaque Togolais de vivre en toute quiétude, de rêver, de manger tous les jours et d'avoir les moyens de la réalisation de ses rêves. Donc quand le résultat n'est pas là, ça veut dire quand même qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Donc on n'a pas trouvé la solution et si on voit que la solution peut passer de ce côté, alors qu'on n'a aucun qui va vers là, ou bien qui démontre cette finalité d'aller vers là, non obligé d'exister. Donc c'est d'ailleurs pourquoi le nom s'appelle Nouvelle Vision. Il faut une vision qui se démarque de la politique, je dirais, ancienne,
où le combat était seulement un combat de fauteuil présidentiel, un combat des tests politiques, un combat de positionnement, mais plutôt un combat dirigé vers la création d'un pays où chaque Togolais, en se levant, a ce plaisir d'aller travailler, d'aller changer, d'aller faire bouger les choses parce qu'il pense quand même qu'il sera payé par le fruit de son travail. Est-ce que vous avez assez étudié les autres partis? Vous avez compris ce qu'ils font avant de vous lancer dans le vôtre? Exactement, sinon on n'allait pas nous appeler Nouvelle Vision. Parce que pour nous, on a vu depuis, ce n'est pas en 2017 ou bien en 2020 que nous nous sommes lancés dans la recherche du bien-être et du mieux-être. Ceux qui m'ont connu depuis 2004 avec la Togolese Foundation, les actions que nous menons avec la grande semaine de la diaspora, avec toutes les formations que nous faisons pour transformer les gens, pour avoir un impact qualitatif sur le changement positif des Togolais. Ils ont vu ce que nous avons fait. Mais nous sommes arrivés à une situation où nous avons compris qu'il y a la coexistence de deux blocs politiques au Togo, mais que la relation qui les liait n'était pas purement une relation politique. Parce qu'une relation politique, pour nous, avait pour définition, pour destinée de faire évoluer le pays. Alors que nous avons vu ici une tendance où l'un se voit dans l'obligation de maintenir le pouvoir, d'autant puisqu'il a peur de ce qui peut se passer, comme la relation est une relation rigidement tendue, des hommes contre des hommes, au lieu d'un combat d'idéologie, d'un combat de projet, d'un combat de programme de société. Et l'autre accepte à n'importe quel prix avoir ce qu'il cherche. Et en se faisant cette guerre entre les blocs politiques, il ferme toute opportunité aux jeunes Togolais qui veulent seulement apprendre son métier, mettre son métier en activité et avoir de quoi manger tous les jours, de quoi faire nourrir sa famille. Exactement, vous allez voir, on nous dit souvent que la définition d'un parti politique, c'est d'avoir un pouvoir et de le conserver. C'est ce qui est sur la charte des partis politiques ou bien sûr dans le dictionnaire. Nous, à la Nouvelle Vision, nous disons que cette définition n'est pas correcte. Parce que les partis politiques ne sont pas là, en tout cas, Nouvelle Vision n'est pas là seulement pour conquérir le pouvoir et le garder. Sinon, on se demanderait pourquoi le mot alternance aussi existe. Parce que si un parti a déjà le pouvoir, donc ton truc à faire au second plan était de conserver ce pouvoir. Donc, alors que pour nous, non, de faire du pouvoir plutôt un outil pour le développement. Donc, quand vous arrivez à le faire, vous passez de l'autre côté pour que les autres continuent. Ou bien si vous n'avez pas, au fait, cette technicité d'arriver à le faire, mais passez l'éponge. Donc pour nous, cette définition des chartes des partis politiques n'est pas correcte. Donc tout ça là justifie au fait ce que nous appelons une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de faire la politique. Moi j'ai dit, on a prévu en 2024, 2025, nous irons aux élections présidentielles. Et pourquoi? Parce que nous comptons qu'il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à un Togo soudé, à un Togo émergé. Mais si à la veille des élections, on a déjà un Togo soudé émergé, donc pour nous, il n'y a plus question d'aller aux élections. Donc ceci justifie quand même que nous ne sommes pas là parce que nous voulons seulement conquérir le pouvoir. Nous voulons faire du pouvoir cet outil, et nous l'avons identifié comme l'outil indispensable pour arriver à destination. Donc voilà un peu, au fait, le nouveau courant, le courant de la nouvelle vision que nous avons. Bon, vous êtes aussi au Togo. Dites-moi si vous retrouvez ce courant dans d'autres partis politiques, ce serait un plaisir pour nous de faire une synergie pour arriver très vite, plus vite que prévu. Vous avez créé votre parti dans un environnement sociopolitique difficile. On l'a évoqué, la pandémie de la maladie à coronavirus d'un côté, mais aussi les attaques djihadistes. Est-ce que vous avez eu le temps de vous faire entendre, de propager votre vision pour mesurer l'adhésion des Togolais? Bon, je pense que presque toute association, toute institution, même les États ont été heurtés par les méfaits de la Covid-19. Donc nous,
à la nouvelle vision n'a pas été du moindre. Oui, nous aimons plus être sur le terrain, nous aimons plus être avec la population et dans la population pour vivre les réalités afin d'ajuster à chaque fois nos programmes pour répondre vraiment aux besoins de la population. Mais étant donné qu'entre-temps, c'est difficile d'être ensemble, d'être en groupement, ça nous a vraiment réduit cet élan. Néanmoins, le peu qui existait à travers la communication sur les réseaux, un à un, en prenant en compte les mesures barrières, nous l'avons fait. Bon, aujourd'hui, si on nous demande si on a eu assez de temps pour se faire comprendre, on dira non, d'autant plus qu'il y a plusieurs actions que nous continuons à faire toutes les années que nous n'avons pas eu la chance de faire. En l'occurrence, à la rentrée scolaire, nous faisons des formations et orientations aux jeunes étudiants. Nous proposons des formations aux enseignants pour améliorer la qualité de l'éducation. Nous faisons appel à des bourses d'études pour aider les familles en difficulté. À la dernière, c'était avec un montant de 31,5 millions pour aider les familles en difficulté pour les bourses ici dans les universités togolaises. Donc il y avait plusieurs actions que nous menons vers cette population, mais on n'a pas eu l'opportunité de le faire. On a fait certaines choses à certaines manières en ce moment où chercher à garder la population saine ou bien en vie était plus important. Nous avons orienté beaucoup d'actions vers la sensibilisation pour les mesures barrières, aider ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir les cache-nez, ou bien au niveau des regroupements des étudiants ou à des différents coins et recoins. Nous avons pu installer des lave-mains. Nous avons orienté purement nos services vers la recherche de la sécurité sanitaire de nos populations. Maintenant, on remercie Dieu que ça commence, ou bien on dirait parfois que c'est parti. Il faudrait maintenant revoir au-delà de la vie sanitaire qui était plus importante également, la vie socio-économique, parce que les gens tombent. Mais plusieurs tombent aussi à cause de la misère, à cause de la galère. Mais comment arriver à transformer nos frères et sœurs, à leur donner cette détermination de pouvoir changer, de pouvoir être créatifs, de pouvoir transformer ce qu'ils ont autour d'eux pour avoir de quoi manger tous les jours et faire nourrir leur famille. Donc voilà, la période n'a pas été très propice pour faire beaucoup d'activités, mais le peu qu'on pourrait faire, on l'a fait. C'est pourquoi nous nous réjouissons, après un an d'existence encore comme parti politique, que peu importe la situation, nous avons pu faire ce que nous avons. Et aujourd'hui, le membre... qui s'implante aujourd'hui... Pardon? C'est un parti qui a pied dans les différentes contrées du pays. Exactement. Vous avez suivi depuis, et quand on parle du mouvement Novi, au fait Novi, elle a, Novi, sa signification depuis sa création voudrait dire une nouvelle vision, mais en tant qu'institution de l'État, dans les livres de l'État, il s'appelle Mouvement Novi, qui est une association créée suivant la loi 1901. Mais le parti Nouvelle Vision est une couverture politique qui s'en ajoute. Mais la vision demeure la même. Le désir de voir un meilleur pays demeure le même. Le désir de créer un environnement propice qui incite par exemple les Togolais de la diaspora à revenir très souvent, à investir, à construire et à aimer leur pays est là. Ce désir de voir nos mamans même dans les champs, nos parents dans les champs, être joyeux parce qu'ils ont fait des chiffres d'affaires encourageants, voyant les mamans dans le marché très, très contentes parce que l'économie tourne, ce désir demeure. Ce désir de voir beaucoup de jeunes en fin de formation trouver des opportunités qui s'alignent avec leur formation est toujours là. Donc pour nous, la nouvelle vision, que ce soit le mouvement Novi ou bien la nouvelle vision, cette vision demeure la même et est orientée vers la recherche des opportunités pour les Togolais. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Togolais ont l'idée, enfin, sont disposés à recevoir ce message actuellement où tout le monde parle de vie chère? Est-ce que le ventre affamé a encore des oreilles? Oui, le ventre affamé n'a pas d'oreilles, mais est-ce que le ventre affamé, s'il n'a pas d'oreilles, va continuer à vouloir être sans oreilles? Donc il faut quelque part une solution pour que ce ventre-là ne soit plus affamé. Donc si le ventre est affamé et n'a pas d'oreilles, il va où?
Donc il faut quand même, celui qui voit, qui peut tracer le chemin pour que ce ventre-là soit un peu, soit nourri, vienne au secours. C'est pourquoi nous disons que, au fait, dans les fonctions d'un parti politique, on ne peut pas tout accrocher au social. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir des attentes, des associations pour les partis politiques. Les partis politiques sont là pour influer, pour avoir leurs impacts, leurs contributions sur la politique nationale afin d'œuvrer vers une bonne gouvernance. Néanmoins, à la nouvelle vision, au-delà de ces fonctions des partis politiques, nous faisons aussi un peu du social. Parce que nous croyons en ce que vous êtes en train de dire, que le ventre, s'il est trop affamé, mais ne peut même pas écouter une nouvelle vision qui vient, ne peut même pas voir, finira par ne même pas avoir des yeux. Donc c'est pourquoi, même dans la semaine de la célébration des 1 an, nous avons eu à faire plusieurs journées de dons de sachets alimentaires, des packages alimentaires à nos membres et à des familles autour de nous. On sait que ça ne révèle pas, ça ne mesure pas la qualité d'un parti politique, mais nous pensons que quand il y a le petit moyen, il faudrait les démontrer. On dit en Mina, au sud du Togo, que Gbok et la Vivide, il y a Zonlimeo Konane. Donc des fois, il faudrait faire de ces actions quand les moyens sont là, pour démontrer au fait que notre implication en politique n'a pas pour objectif seulement une conquête de pouvoir. La conquête de pouvoir s'impose à nous, parce que nous voulons faire asseoir une politique nationale. À travers les associations, la Togolese Foundation, oui, nous avons fait impact. Mais cet impact-là est aussi productif où nous puissions parler d'un vrai changement de la jeunesse. Des fois, ce sont des actions de dons par ici, des actions d'adduction d'eau par là, des actions d'aide ou bien de secours en cas de maladie d'un autre côté. Oui, c'est bon, mais ce n'est pas encore significatif. On veut construire des jeunes Togolais qui sont des lucioles dans leur communauté, qui, à travers leurs actions, peuvent donner espoir, peuvent donner opportunité à d'autres jeunes. Oui, donc, nous incluons, au fait, dans nos actions, les actions sociales. Docteur Roberton, est-ce que vous pensez que vous avez la clé pour transformer les sociétés africaines, les sociétés togolaises aujourd'hui, confrontées beaucoup plus à des crises qui viennent d'ailleurs, provoquées par l'extérieur, avec des répercussions graves à l'intérieur? Oui, je pense que si on n'avait pas la clé, ce serait une perte de temps de nous impliquer politiquement, parce que nous... Je pose la question parce que la plupart des problèmes que subissent les pays africains ont des causes exogènes, ça vient d'ailleurs. Oui, et c'est pourquoi ici, vous allez voir, à plusieurs reprises, même sur les plateaux ici, on avait démontré quand même que on ne peut pas penser à une solution pour une nation en n'arrivant pas à identifier tous les acteurs impliqués dans l'économie d'une nation. Donc quand on prend en soin tous les acteurs impliqués dans l'économie d'une nation, on doit rechercher les raisons de leur implication et que la solution qu'on propose soit une solution résultante qui donne satisfaction à tous ces acteurs. Mais je pense qu'à des moments donnés, on a tendance à croire que oui, le seul acteur impliqué, c'est la politique et la population. Sans oublier que dans nos États, il y a les multinationales, il y a l'implication, bien sûr, du régime qui est au pouvoir, il y a l'implication des acteurs politiques opposés, il y a l'implication de la population, même qui a faim, il y a l'implication des ressortissants togolais à l'extérieur que nous appelons les Togolais de la diaspora, et il y a l'implication même de la communauté internationale. Donc pour arriver à changer l'état, l'évolution de ce pays, pour arriver à l'accroître, il faut trouver une solution résultante qui donne satisfaction à tous ces acteurs en prenant en considération au fait le bien-être, le mieux-être de la population on est appelé à servir. Donc vous allez voir qu'à la nouvelle vision, c'est cette analyse-là que nous faisons. Et c'est cette solution-là pour nous qui apportera la solution concrète pour le développement de notre nation. C'est-à-dire une solution à la nouvelle vision qui arrive à satisfaire les prérogatives du parti au pouvoir, l'aspiration des opposants dans le pays,
le manque ou le besoin de la population, les aspirations de la diaspora, les aspirations des multinationales qui investissent dans nos économies et aussi être à la page avec la communauté internationale parce que un pays est toujours un maillot dans un océan. Donc, pour faire de la mathématique, vous pensez qu'il y a un dénominateur commun à ces six entités que vous avez citées là? exactement. Les 6 identités sont là avec des besoins, des intérêts ou bien des perspectives différentes. Donc, arriver à identifier leurs besoins et à proposer une solution qui, au même moment, donne satisfaction à chacun de ces acteurs. Quand je dis donne satisfaction, cela voudrait dire quand même que on ne peut pas satisfaire un à 100% au moment où l'autre est à 0%. Donc quand on dit donne satisfaction, c'est comme deux personnes qui se battent et qui sont en confrontation et tu arrives à leur proposer une solution. L'autre dit, et si c'est ça la solution, j'arrive à perdre ici, mais à gagner cela. L'autre aussi perd quelque part et gagne quelque chose. Mais si la solution est orientée seulement vers la satisfaction d'un de ces acteurs, vous n'avez pas trouvé la solution. Oui, mais l'acteur, le seul qui compte dans ce schéma, est-ce que ce n'est pas la population qui doit avoir 100% de satisfaction? Et pour avoir ces 100%, c'est d'arriver à proposer une solution résultante. Donc c'est pourquoi j'ai dit, arriver à satisfaire les aspirations des acteurs impliqués en mettant en premier la recherche du bien-être et du mieux-être de la population. Donc vous pensez que ceux qui cherchent à expulser, par exemple, les multinationales et à tourner dos à la communauté internationale, vous pensez que ce sont des schémas qui ne vont pas marcher? Bon, je ne vais pas les juger ainsi. Moi, je pense quand même que pour parler d'un Togo émergé, un Togo soudé, un Togo économiquement fort et socialement uni, il faut aussi prendre en considération ces acteurs. Le monde est devenu tout un village. Oui, mais on peut réclamer, obtenir son indépendance. Son indépendance ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des investisseurs chez nous. Avoir un Togo soudé ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des Togolais qui sont par exemple en Inde, au Sénégal, aux États-Unis, au Canada ou bien en France en train de travailler. Et cela ne veut pas dire non plus qu'il ne peut pas avoir des sociétés françaises installées chez nous au Togo ou des sociétés américaines installées chez nous au Togo. Non. Mais il faut avoir des règles claires de l'économie, des règles qui ne satisfont pas, qui ne sont pas là seulement pour satisfaire le désir ou bien le besoin du ventre de quelqu'un, mais le désir de toute une nation. Mais je pense qu'à des moments donnés, la guerre que nous faisons contre certains multinationales n'est pas une guerre très fondée, parce que des fois c'est le chemin qu'on les impose qui fait qu'ils agissent d'une manière ou d'une autre. Imaginez par exemple une société qui veut s'implanter au Togo, et même avant de rencontrer un acteur du domaine qui doit lui donner le OK ou pas, il a traversé plusieurs chemins glissants où il a été contraint de débourser tellement d'énergie avant d'y arriver. De laisser des pots de vin. Exactement. Ce n'est plus des pots, mais ce sont des tonneaux de vin. Donc, quand tu laisses des tonneaux de vin avant d'arriver à destination, alors que la simple finalité pour toi, c'est de pouvoir t'installer et de pouvoir produire dans ce pays et tirer le peu de bénéfices autour de ça. Mais quand arrivé à la fin, après avoir donné tous ces tonneaux, dépensé tous ces tonneaux de pots, et tonneaux de vin plutôt, tu es arrivé à destination déjà essoufflé. Et déjà essoufflé, on te demande encore de céder des parts et tu crées ta société. Maintenant, après avoir été saigné, après tout ça là, c'est sanglant. Donc tu fais ton jeu autrement pour pouvoir arriver à faire un retour sur investissement. Or, en ce faisant, ça fait saigner plutôt la population. Donc à des moments donnés, il faut reconnaître que les règles économiques qui ne sont pas très claires ou qui ne permettent pas à des investisseurs, à des multinationales de venir paisiblement s'installer et produire dans nos pays font que nous sommes lésés par les attitudes de ces multinationales qui ne sont que des résultats de cette traversée à travers ce que leur imposent certains de nos dirigeants. Donc pour moi, je ne pense pas que
Et le fait de chasser des multinationales, le fait de faire dos à telle ou telle personne ou tel pays est la solution. Néanmoins, reconnaissons qu'à des moments donnés, avec des attitudes de certaines nations, si ça devient obligatoire de le faire, oui, on le fera. Oui, mais ce n'est pas avec cette le monde intention de devient chancer. tel qu'il faut s'aligner à gauche ou à droite. Il faut être pour l'un ou pour l'autre. Nouvelle Vision, votre parti est aligné sur qui? Aligné simplement sur le peuple. Vous l'aviez dit, que l'acteur le plus important, c'est le peuple. Oui, mais à l'international, vous savez comment les relations se nouent et comment on devient chef en Afrique. Vous, sur qui comptez-vous? Comment devenir chef en Afrique si ça doit être de l'ancienne école, donc pourquoi alors nous appeler multinationales? Je reconnais quand même que il y a beaucoup de... Vous appelez Nouvelle Vision plutôt? Nouvelle Vision. Nous nous appelons Nouvelle Vision parce que nous ne voulons pas être une continuité de l'ancienne école pour ne pas être productif sur le terrain ou bien avoir les mains liées en voyant autour de nous des expertises qui peuvent profiter à nos nations, à nos populations, mais ne pas être habilités à les implanter. Donc pour nous, oui, on reconnaît que il y a des positions ou des présidents politiques, mais pour nous, on veut une présidence de la nation. Donc, oui. On peut tirer de la gauche, on peut tirer de la droite, mais avec une finalité de ne pas être téléguidé contre nos populations pour servir le bien de l'autre, mais de mettre en particulier ou bien de mettre en premier les aspirations de nos populations. Oui, mais sur les grands enjeux mondiaux, comment vous positionnez-vous pour ou contre l'Occident? Le positionnement dépend du poids que nous avons. Parce que si tu n'as pas de poids, quand le vent souffle, là, ça te fait tourner. Tu peux être de la gauche aujourd'hui, demain matin, tu es de la droite. Alors que si on doit peser dans l'échiquier international, on doit être quelqu'un. On doit s'identifier. Donc, si tu n'as pas, au fait, ce poids, tu ne peux pas négocier. On te donne quelque chose. Donc, pour nous, il faudrait arriver d'abord à s'identifier en tant que Togolais, à s'identifier sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan technologique, et sur le plan même militaire, pour que les gens savent que le Togo pèse. Il y a de cela plusieurs années, pas trop quand même, la Chine ne pesait pas tant. Mais arriver économiquement à s'identifier aujourd'hui, quand l'autre parle, la Chine parle. Donc ce positionnement n'est plus un positionnement basé sur souffler d'un vent, mais basé sur son poids économique, son poids qu'il a sur l'économie mondiale. Donc si le Togo, nous n'arrivons pas encore à nous identifier, nous n'arrivons pas encore à faire le poids que nous pourrons faire, et nous parlons d'un positionnement, ça ce n'est que... Est-ce que vous pouvez faire votre poids seul? Est-ce que vous n'avez pas besoin de partenaires identifiés pour pouvoir faire ce chemin? Exactement. Mais si ce sont les partenaires qui doivent vous orienter, et donc vous ne faites pas de poids, vous ne faites que des directives et qui supportent le poids des autres. Donc il faudrait d'abord avoir un pays qui a une vision et un pays qui a un plan d'action, un pays dont le plan d'action que nous avons est partagé de la population pour que nous puissions démontrer quand même que nous savons là où nous allons et notre population, surtout à la base également, reconnaît là où nous allons avant de rechercher les partenaires dont nous avons besoin. Sinon, on est ouvert à tout. Celui-ci vient nous proposer cela pour dire voilà ce que nous voulons faire de votre pays et nous vous proposons ceci. Nous disons oui, on signe cet accord. Demain, on signe l'autre accord et à la fin, on a signé tellement d'accords qu'on est d'accord sur la misère, la galère. On est d'accord sur l'exploitation de nos pays. Donc je pense qu'on doit faire marche arrière d'abord. On doit revoir les choses. On doit redéfinir le Togo que nous avons, que nous appelons le Togo de la nouvelle vision. On doit savoir là où chacun de nous va. Et comme ça, le cahier de charge est clair devant nous. Et tout acteur, tout partenaire qui veut venir sait pertinemment là où nous voulons aller et c'est ce qu'il peut nous proposer comme dans cet accord. Sinon, sans ça, oui, on a besoin de partenaires, mais on serait plutôt un pays dirigé par les partenaires et non par notre vision de voir notre pays développé. Pour finir cette première partie, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous écrire, participer à cette discussion au plus 228 96 46 10 31. Écrivez-nous via WhatsApp
Dans la seconde partie, nous allons relayer vos questions, vos contributions. Et pour terminer donc cette première partie, je voudrais demander à notre invité, Dr Kodjovi Atinaton, en dehors de la conjoncture sécuritaire qui a été difficile, sanitaire, marquée par le coronavirus, quelles sont les difficultés que vous avez eues sur le terrain pour la première année de votre parti? La plus grande difficulté, c'est d'essayer de proposer un plan de développement à celui-là qui, au soir de la journée, ne trouve même pas ce qu'il doit manger, ce que sa famille va manger. C'est d'arriver à dire à l'autre que tu peux faire quelque chose au moment où sa poche même n'existe même plus. C'est d'arriver à dire à un jeune Togolais d'aller suivre une formation en voyant autour de lui ses grands frères qui sont à la maison, qui ont eu des diplômes plus élevés et qui n'ont rien comme opportunité. C'est d'arriver à dire l'autre que nous pourrons transformer les terres au moment où il n'a même pas le déplacement pour aller voir le terrain ou bien pour faire le saclage. Donc c'est que la situation socio-économique très dure a rendu très sourd les oreilles. Donc il faudrait arriver à trouver cette solution à injecter dans les oreilles pour pouvoir les ouvrir du moins un petit peu afin de faire passer le message qui va transformer l'individu, qui va le rendre plus productif et le faire, le pousser vers un désir de changer sa donne en se mettant au travail. Bref, donc vous avez été confronté à l'extrême pauvreté de beaucoup de vos concitoyens dans vos prises de contact. On va marquer une pause, comme indiqué, une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.